Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Laura Lone, humoriste, comédienne et musicienne, à l'occasion de la promo de son spectacle Glory Alléluia, en tournée partout en France et tournée des Zéniths fin 2025. Un spectacle qui aborde sa victoire à La France a un incroyable talent, la découverte de son trouble autistique ou encore les violences conjugales qu'elle a subies. Un mélange entre rire et moments ultra touchants. Laura, non seulement tu as la médaille d'or de l'humour noir, toutes catégories confondues, mais en plus de ça, à mon sens, tu as la meilleure affiche de spectacle. Le titre de ton spectacle Glory Alléluia prend vraiment tout son sens. Moi, hyper naïve, j'avais pas capté. Mais il y a toujours dans un groupe d'amis des personnes qui comprennent pas et d'autres qui leur expliquent, donc ça crée toujours une sorte de décalage assez marrant. Ce qui est bien, on va pas spoiler le reste de ton spectacle, mais t'arrives avec ton affiche et tu fais un petit cours théorique. Ben oui, parce que comme le concept de l'affiche intervient vraiment dans l'histoire aussi et qu'il y a une explication plus symbolique que juste la vanne du Glory Hall, j'ai envie que les gens quand même comprennent ce que c'est pour pouvoir après l'expliquer à la fin du spectacle. Et t'as pas eu les associations d'ultra-cathos qui ont voulu bannir le Glory Alléluia pas encore? Pour l'instant, pas encore. Ça peut toujours venir, mais pour l'instant, ça va. J'ai appelé quelques potes de la meuf qui se retrouve dans un traquenard. Ensemble, on va aborder un sujet que je trouve hyper intéressant. Déjà parce que c'est la première fois que je l'aborde sur La Leçon. Et puis parce que j'ai l'impression qu'à travers toute ton histoire, je crois qu'on va être beaucoup à se sentir concerné. C'est ton trouble autistique. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que ça se dit un trouble autistique? Est-ce que c'est juste le fait d'être autiste? Oui, on peut dire autiste, on parle de trouble du spectre autistique, on peut dire les deux. Ok. Et je trouve ça étonnant en y réfléchissant parce que dans ton cas, dire trouble autistique, en fait, t'as juste une manière différente de concevoir le monde. C'est pas nécessairement un trouble, si tu l'as ressenti comme ça? Si, parce que c'est peut-être pas visible, mais au quotidien, c'est quand même assez compliqué à vivre. Donc si, je pense qu'on peut vraiment parler de troubles et il y a quand même beaucoup de moments où c'est très compliqué à vivre, même si c'est aussi une différence qui permet de voir les choses différemment, qui amène certains trucs positifs aussi, mais il y a des aspects plus compliqués. Ah oui, ok, je m'en rendais pas compte. Bon, on va en parler. Enfant, tu te rappelles de vivre comment ta scolarité en primaire, etc. Est-ce que tu le ressentais déjà? Oui, je l'ai ressenti vraiment toute petite. Pour moi, l'école déjà c'était une très grosse angoisse. Donc au début, je voulais pas y aller. Je m'accrochais à mes parents en pleurant et ils se demandaient mais comment on va réussir à la faire rester à l'école parce que c'était vraiment des grosses crises. C'était très compliqué à gérer. Petit à petit, en fait, j'ai jamais aimé l'école. Petit à petit, j'ai compris qu'il fallait y aller, mais ça a toujours été un moment très désagréable pour moi. Et la sociabilisation à cette époque-là, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu as des copines? Ça se passe comment? Justement, pas beaucoup. En fait, moi, toute petite déjà, je suis très dans ma bulle. Je calcule pas trop ce qui m'entoure et j'adore être seule. Ça, c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai besoin d'être seule et j'adore ça. Et donc toute petite, quand j'allais à l'école, je me souviens que j'allais toujours là où il y avait personne. Donc le midi au déjeuner, j'allais à la table où il y avait personne. Et pour moi, c'était tout à fait normal. Et c'est là que j'ai commencé à voir que c'était pas si normal que ça parce que j'avais les profs qui venaient me voir et qui me disaient mais pourquoi tu restes toute seule? Et je ressentais dans leur regard que c'était bizarre déjà de faire ça. Et j'ai commencé à me dire ok, donc en fait il faut se mêler aux gens, c'est important. Et si on le fait pas, ça a l'air bizarre. Et c'est là que on commence à se dire en fait, c'est tout ce qui fait que le trouble autistique souvent est invisible, c'est que on cache beaucoup toutes les caractéristiques pour se fondre dans le moule, et les femmes encore plus que les hommes. Ouais, ça c'est un truc que j'ai appris. Souvent les petites filles sont diagnostiquées beaucoup plus tard. Ouais. Parce qu'on leur apprend à être douces et à rester dans les codes. Ouais, complètement. Les femmes sont souvent diagnostiquées plus tard que les hommes, même s'il y a aussi des hommes qui sont diagnostiqués tardivement. Alors mais qu'elles avaient une obsession pour les dauphins depuis. Ouais, voilà. Mais en fait, je pense que c'est un truc aussi. Les femmes vont avoir beaucoup plus tendance à vouloir passer inaperçues, à se fondre dans la masse, là où les hommes vont peut-être se dire, finalement, accepter plus la différence plus facilement. C'est intéressant parce que cette époque-là, moi, je m'en rappelle comme d'une époque où
le regard des autres prime pas encore sur ce que je veux faire, tu vois. Ouais, complètement. T'as tes jeux, tes machins, t'es tellement libre à cette époque-là, c'est ouf. Ouais, complètement. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on ressent que dans le regard de l'autre, en fait, il y a des choses qu'on fait qui sont bizarres ou qui sont pas, en tout cas, comme les autres. Et c'est là qu'on commence à dire, ok, il va falloir que je cache de plus en plus toutes ces petites bizarreries, ces petites différences. C'était quoi chez toi, par exemple? Moi, c'était ce côté de vouloir tout le temps m'isoler, même aux fêtes de famille. J'allais plutôt jouer toute seule dans ma chambre que d'aller avec mes cousines et ma sœur jouer ensemble. C'était vraiment des difficultés sociales, difficultés à me mêler aux autres, à avoir une conversation, à me faire des amis, à comprendre en fait le monde social. En fait, c'était vraiment ça. C'était quelque chose que je comprenais pas, j'avais pas les codes. Tu t'isolais pas nécessairement pour éviter une situation qui te stressait, juste parce qu'en fait, toi, c'est ce qui te faisait te sentir bien, c'est ça? Oui, complètement. Oui, complètement. Après, c'est quand même devenu très stressant. Enfin, l'école, le fait d'être avec plein d'élèves dans une classe, enfin ça, c'était très angoissant. J'ai commencé à avoir de plus en plus de crises d'angoisse tout au long de ma scolarité, de plus en plus difficile à vivre. Mais pardon, j'ai oublié ta question. Moi aussi, j'ai oublié. Ah oui, non, tu me disais oui. Est-ce que c'est le moment que j'ai Non mais oui, je me souviens. Tu me disais est-ce que c'était. En plus, j'étais absorbée dans ce que tu disais, donc tu sais, je me suis fait hypnotiser un peu et j'ai oublié ma question. Bon, c'est pas grave. On va la retrouver. Tu me disais est-ce que c'était fuir quelque chose pour me sentir bien ou est-ce que c'était lié au stress de la situation? Et je disais quand même que la situation sociale était stressante. On associait ça quand j'étais petite à une sorte de timidité maladive. Ouais. Sauf que petit à petit, j'ai compris qu'il y avait autre chose au-delà d'un trait de caractère, de la timidité. Il y avait un vrai blocage qui venait d'autre part. Ouais, ça doit être épuisant petit à petit de se dire, ok, la prochaine fois je surcompense parce que on m'a fait ces reproches-là la dernière fois, et à la fois de pas vraiment les comprendre, quoi. Oui, et puis il y a de plus en plus du coup de surcompensation et moi j'ai eu tendance à aller comme tout ça me faisait peur et comme je voyais qu'on me trouvait un peu bizarre, j'avais justement tendance à aller vers tout ce qui me faisait peur. Donc me mettre le plus possible dans des situations sociales, sortir le plus possible avec des amis, être mêlée à la vie de l'université après quand j'étais étudiante, vraiment tout ce qui me faisait peur, je voulais y aller pour montrer que en fait j'étais comme les autres et j'arrivais quand même à m'intégrer. Donc finalement, il y a une surcompensation qui est aussi épuisante à la longue. Putain, mais j'imagine même pas. Et puis, je me dis, putain, mais c'est encore plus dur de te diagnostiquer dans ces circonstances-là. Ouais, parce complètement, parce que littéralement, ça se voit presque jamais à l'extérieur. Ça se voit surtout quand je suis chez moi, toute seule, ou quand je suis avec des gens qui sont très proches de moi, qui me connaissent très bien et où je lâche un peu les masques. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut pas, en me voyant, on peut pas se dire elle a un trouble autistique, je pense. Et comment est-ce que ça se manifeste quand t'es seule, justement? Est-ce que ça va être des crises d'angoisse. En fait, si j'ai cumulé sur une semaine beaucoup d'événements sociaux, des choses qui étaient compliquées à gérer pour moi. Je vais être dépassée en fait par l'émotion. Enfin, ça va être des crises d'angoisse à répétition, des moments où je dois vraiment m'isoler, beaucoup d'anxiété, une fatigue. Beaucoup de fatigue en fait. Chaque événement social me fatigue énormément, donc je dois tout le temps calculer des temps de récupération pour pouvoir après continuer à fonctionner, parce qu'en fait quand il y a trop de fatigue ou trop de crise d'angoisse, j'arrive juste plus du tout à fonctionner en fait. Je suis en train de me dire que ça me décrit à 100%, je peux que le comprendre. Pour tout te dire, il y a quelques mois, je me suis vraiment posé la question de l'autisme chez moi aussi. J'ai fait tous les tests BuzzFeed.com. Ouais. Évidemment, t'es tout. Sur les tests BuzzFeed, t'es là, mon Dieu, ça me correspond tellement, supérieurement intelligente, c'est moi. Et mon psy m'a dit non. Ah, c'est vrai? Non. Alors lui, l'a dit sur juste un point qui m'a étonnée et que j'avais jamais entendu. C'est sur l'empathie. D'accord. Comment toi tu ressens l'empathie avec les autres?
Est-ce qu'elle est développée chez toi? Est-ce qu'elle est différente? Alors, il faut faire attention parce on entend tellement tout et son contraire sur l'autisme. Il y a tellement de choses fausses qu'on trouve sur Internet ou des choses qu'on pensait il y a quelques années mais qui sont prouvées aujourd'hui que c'est plus le cas. Donc en fait, même chez les professionnels, il y a parfois des professionnels qui sont très fixés sur une caractéristique parce que il y a 30 ans, c'est ce qu'on disait, mais en fait, ça a évolué et on pense plus ça aujourd'hui. Donc il faut vraiment se méfier quand on se fait diagnostiquer à la fois de ce qu'on trouve sur Internet et même de ce qu'on trouve chez certains professionnels qui sont pas toujours à jour. Mais pour le coup, l'empathie, on a longtemps pensé que les autistes n'étaient pas capables d'empathie, alors que il y a beaucoup d'autistes qui ont justement un excès d'empathie. Et souvent, on confond en fait l'empathie émotionnelle, qui est juste ressentir pour quelqu'un de la peine pour lui, et l'empathie intellectuelle. Oui, qui est en fait comprendre une situation sociale, comprendre ce qu'on attend de moi dans une situation sociale. Et alors que c'est pas que la personne n'a pas d'empathie, c'est que juste sa réaction n'est pas adaptée, mais elle ressent totalement l'empathie. Et moi, je sais que au niveau de l'empathie, j'en ai énormément et parfois même c'est compliqué à gérer parce que je ressens énormément les émotions des autres. Donc il y a une sorte de légende autour de l'empathie et de l'autisme qui aujourd'hui se contredit pas mal. C'est intéressant. Bon, déjà, tu le dis, je confirme, ne faites pas les tests ou alors pour vous amuser sur je sais pas quoi. Ça peut donner une direction, hein, mais c'est pas forcément. Effectivement, il faut être réellement diagnostiqué. Mais c'est intéressant ce que tu dis et c'est aussi, j'imagine, l'importance de se faire bien guider dans ce chemin-là. Moi, mon psy, il est pas du tout spécialisé là-dedans, donc il m'a dit ça. Ça a coupé court à ce que je disais et j'ai fait ah bon bah d'accord. Mais ce grand besoin, moi je calcule mes sorties en fonction du temps de récup. Ah ouais. Parfois je dois faire des siestes après avoir rencontré des gens. Ah oui bah ouais, je comprends complètement. J'ai eu des tocs quand j'avais. Ouais, ça moi j'en ai pas mal aussi. C'est vrai. Ouais. Attends. Cet épisode est en train de. On est encore des diagnostics. Nous sommes encore des diagnostics. En fait, je suis arrivée avec ma liste, je lui ai dit, bon, déjà, j'avais une passion pour le XVIIe siècle. À 8 ans, j'avais demandé à avoir des plumes et de l'encre pour m'écrire des lettres comme Madame de Sévigné. Donc, j'étais weirdo, quoi. Donc, j'hyper fixais là-dessus jusqu'à me dire, c'est sûr, ma vie antérieure était là-dedans. Donc, c'était passé très très loin jusqu'à fabriquer moi-même du parchemin. Ah ouais. Moi non plus, j'avais pas beaucoup d'amis. Ouais, donc t'en es quand même vraiment sur un intérêt très spécifique et très particulier. Très quoi. spécifique. C'est vrai que ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve pas mal. C'est aussi. ça, mais alors, je pense aussi que c'est des épiphénomènes et qu'on peut pas diagnostiquer non plus là-dessus. C'est juste, en fait, tu vois. Ça peut donner des indices, mais c'est vraiment le diagnostic avec un psy qui est vraiment spécialisé dans le domaine qui va permettre de rassembler toutes les caractéristiques et de dégager quand même quelque chose d'assez sûr. Les diagnostics sont assez longs. Moi, ça a duré ça a duré plusieurs mois. Puis après, il faut faire valider par un autre psy. Enfin, c'est un parcours qui est assez long. Mais par contre, ce genre d'indice, ça peut quand même mettre la puce à l'oreille aussi, quoi. Écoute. Je sais pas à creuser. Je crois que je suis juste un peu bizarre. J'en ai aucune idée. J'aurais bien aimé qu'on mette une étiquette en mode mettez chelou dans telle catégorie de personnes et je me serais sentie vraiment très bien en disant c'est normal d'être chelou parce que tu vois. Ouais. Et le prend pas mal du tout parce que vraiment je me considère ah non, comme je le ça, prends pas mal vois. du tout et moi c'est ce que ça m'a fait quand j'ai eu mon diagnostic, ça a été un vrai soulagement de me dire en fait je suis bizarre, mais j'ai le droit d'être bizarre parce qu'il y a une explication. Et ça change tout. Après, t'essaies aussi de mieux accepter tes limites. Donc, j'essaie d'aller moins, justement, vers tout ce qui me fait peur et de me mettre ça, c'est intéressant un aussi. peu moins dans les situations compliquées, même si il y a encore une partie de moi qui a du mal à accepter. Mais voilà, c'est essayer d'arriver à mieux gérer ses limites aussi. Et comment est-ce que t'es allé chercher ce diagnostic? Est-ce qu'à la base, t'y allais peut-être pour ton anxiété et ça s'est déroulé de cette manière-là ou tu suspectais déjà Mais en fait, j'avais un ami qui travaillait là-dedans et qui m'a dit en fait, je repère vachement chez toi des traits autistiques, donc tu devrais essayer de creuser. Au début, je me suis dit non, parce que tu sais, j'avais un peu les clichés qu'on a de l'autisme, un truc qui se voit vachement.
Et puis après, j'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte que c'est différent chez les hommes et chez les femmes. Et déjà, les caractéristiques des femmes me parlaient vachement plus. J'ai commencé à lire beaucoup de livres et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est fou parce que c'est vraiment moi. Et c'est là que j'entamais vraiment le vrai diagnostic. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit, bah oui, vous l'êtes? Est-ce que ça t'a fait du bien ou est-ce que ça t'a fait peur? Ça m'a fait vraiment du bien. Parce qu'il y a cette déculpabilisation, en fait, de me dire, comme toute ma vie, je me suis toujours dit, c'est pas normal que je sois pas comme les autres. Je me suis toujours culpabilisée à me dire, mais en fait, je suis vraiment nulle, quoi. Je suis à la masse tout le temps, j'arrive pas. On me faisait souvent sentir que j'étais pas marrante, que je voulais tout le temps être toute seule, que j'avais pas envie de sortir. Et je me disais, bah merde, je suis pas quelqu'un de fun. Enfin, et j'arrive pas à m'intégrer. Et je pensais vraiment que c'était de ma faute. Quand j'ai eu le diagnostic, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est pas de ma faute. Et ça fait vraiment du bien. Donc maintenant, il y a encore le passage qui est d'accepter tout ça, d'accepter ces différences. Mais c'était très positif. Et ça, c'est encore un peu dur d'accepter cette différence? Oui, c'est encore un peu dur parce que j'ai cru sur le moment que ça allait tout changer. Et pour en fait, résoudre aussi peut-être. Oui, et en fait, déjà quand j'ai commencé à le dire à des gens de ma famille ou des amis, je me suis rendu compte que la réaction était pas du tout celle que moi j'avais eue de soulagement. Les gens m'ont beaucoup dit non, mais aujourd'hui de toute façon c'est une mode, arrête de t'inventer des trucs. Soit on me croyait pas, soit on pensait que c'était une façon de trouver des excuses. Enfin, il y a une réaction tellement négative par rapport à ça que je me suis dit ok, ça va être plus difficile de le faire accepter que ce que je pensais. Et finalement, j'ai commencé à ne plus le dire, à ne plus vouloir en parler. Et puis après, je me suis dit, quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, je me suis dit, mais en fait, il faut en parler parce que ça va vachement... Ne pas en parler, ça continue à alimenter ce cliché, en fait, sur l'autisme qui se voit très fort. Et enfin, il y a évidemment des formes d'autisme qui sont très invalidantes et qui sont différentes. C'est ça, le truc, c'est qu'il y a plein de formes. Mais il y a plein de formes d'autisme et il y a autant de formes d'autisme que d'autistes en fait. Donc je me suis dit il faut que j'en parle parce que j'ai envie de casser ce cliché, de participer à ce truc de envie d'en parler en fait, de déconstruire un peu l'image qu'on a. Ouais, en plus moi je trouve que ça fait trop de bien de parler aussi de ces petites particularités à chacun. On se sent tous forcément concernés, quoi qu'il arrive, tout le monde a ses petites choses à lui qu'il ose pas dire ou qu'elle ose pas dire. Et juste d'être dans cette honnêteté, forcément, moi j'ai un podcast qui s'appelle La Leçon, j'adore l'honnêteté. En plus, je suis taureau, alors les deux combinés. Moi j'adore, je trouve qu'on s'attache beaucoup plus aux gens qui sont hyper vrais et qui parlent de tout ça, tu vois. Bah ouais, complètement. Et c'est fou, depuis que j'en parle, le nombre de personnes qui me disent ah mais en fait moi aussi, mais moi j'ai pas osé en parler, donc merci d'en parler. Enfin, ça me fait vraiment du bien. Ouais. J'ai eu des messages de gens qui m'ont dit moi en fait j'allais me suicider et puis je suis tombée sur une vidéo de toi et en fait ça m'a donné des réponses et j'ai commencé à faire mon diagnostic et des messages très forts comme ça qui je me dis ok c'est vraiment chouette ça. Même s'il y a des gens qui le comprennent pas, en fait ça aide des gens et je suis contente. Je me dis je le fais pour une bonne raison aussi, donc c'est ah ouais, la vache, dis donc la responsabilité presque que ça donne après. Ouais, ça donne plus c'est plus de la gratitude en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire merci et ça je m'y attendais pas et je m'attendais plutôt à être je me disais comment je vais pouvoir porter ce diagnostic publiquement, qu'est-ce que les gens vont penser, mais j'avais pas pensé qu'il y aurait une partie des gens qui seraient reconnaissants et qui me remercieraient, donc ça fait du bien, ça aide aussi à pouvoir continuer à porter ça donne truc. Du sens et oui c'est ça, ouais, un chemin. C'est fou, mais je m'attendais pas à ce qu'on puisse te dire ça quand t'as eu ton diagnostic, presque comme si ça faisait de toi une pick me girl, tu vois. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus je m'attendais pas. Et j'ai été confrontée aux clichés qu'on avait sur l'autisme. Et les gens me disaient, mais comme si c'était quelque chose de négatif, en fait. Comme si, mais c'est pas possible. Toi, tu peux pas être autiste. Comme si c'était presque un diagnostic honteux. Alors que moi, je disais, mais non, mais c'est trop bien, en fait. Ouais. Et j'ai vu vraiment ce décalage qui était assez compliqué. T'as essayé d'adapter ton quotidien à justement ta nouvelle compréhension de toi en mode, peut-être qu'il faut que je me donne plus de temps calme parce que j'ai droit, en fait, au lieu d'essayer de tirer sur la corde? Oui, j'essaie encore aujourd'hui de l'appliquer de plus en plus parce que je me rends compte qu'en fait, je suis encore vachement en rejet de toutes ces caractéristiques. Même si dans ma tête, je me déculpabilise, en fait, au quotidien, j'ai quand même du mal
il y a une forme de, c'est difficile de l'assumer, c'est difficile de le dire aux gens, d'expliquer aux gens que c'est compliqué, que pour moi certaines choses sont compliquées. Par exemple, quand je fais des interviews, pour moi c'est une énorme angoisse parce que ça m'arrive souvent de pas bien comprendre ce qu'on me demande parce que la situation socialement est déjà très compliquée à gérer. Puis il y a la lumière, le bruit. En fait, moi, j'ai dit toujours, j'ai l'impression d'avoir plus que 5% de cerveau disponible pour répondre aux questions, parce qu'il y a plein de gens autour de moi. Il faut comprendre la situation, c'est compliqué pour moi. Et du coup, ça m'arrive souvent, on me pose une question, je comprends pas ce qu'on me veut, je comprends pas les sous-entendus. Donc, quand on me demande quelque chose qui est un peu en sous-texte, je suis complètement larguée. Donc, parfois, je réponds des choses qui sont complètement à la masse. Et je sors d'interviews souvent en larmes. Pendant 2 jours, j'arrive pas à m'en remettre parce que je me sens handicapée par ça, et j'ai encore du mal à l'accepter. Donc pour ça, c'est vrai que c'est un travail d'arriver à se dire non, c'est comme ça, c'est pas grave, et je l'accepte et c'est cool. Ouais, déjà t'as passé les 3/4 de ta vie à te pousser et dans tes retranchements pour essayer d'adopter tous les codes. Donc j'imagine que ça reste cette culpabilité de jamais assez faire. Et c'est ça en fait, c'est tellement ancré. C'est tellement ancré que c'est difficile de changer complètement ton état d'esprit. Je me sens mal de ma ring light. Non. Je suis désolée. Non, mais en vrai, sur scène, c'est pareil. Hein. On dit toujours, mais comment tu fais des projecteurs en plein? Mais en fait, il y a un truc qui se passe sur scène qui est différent, et je suis très contente d'être là, et je suis très contente d'être bien éclairée aussi. Ouais, avoir la bonne lumière, sur le bon profil. Donc je voudrais pas que ce soit différent, c'est juste que clairement après c'est fatigant et ça demande de la récupération, mais par contre moi je suis très très contente d'être là. T'es dans une safe place, parce que moi aussi les lumières et le bruit c'est insupportable, et je ferme beaucoup les yeux en concert. Je rêve de créer des soirées spéciales pour les gens qui sont trigger par les épileptiques et tout, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire, c'est un sujet pour un autre épisode. Mais on pense pas aux gens qui ont des difficultés avec la lumière en concert, et ça te projette. Complètement. Et le bruit, pareil, en concert, c'est compliqué. Ouais. T'as des bouchons ouais. Tu te les as fait faire ouais, j'ai des bouchons. Après, moi, c'est surtout la lumière. En vrai, tu viens chez moi, il fait noir tout le temps. Je vis avec les volets quasiment. Salut, tu sais, la meuf, t'es où chez elle, t'es là, putain. Non, mais grave. La lumière, c'est vraiment, ouais. Et le bruit, ça va être plus si je suis sur scène et que j'entends, je sais pas, un petit bourdonnement, un truc, ça me perturbe beaucoup, et je pars vite, je perds ma concentration. Mais après les concerts, ouais, j'ai des bouchons quand même. C'est ouais, non, mais en fait, je suis en train de me dire que même sur scène, tu dois avoir quelque chose, non Non, et en fait, vraiment la scène, il y a un truc qui se passe qui est complètement à part, où pendant 1h30 de spectacle, je supporte la lumière, le bruit. Ah, c'est trop bien. Et par contre après. C'est compliqué, c'est beaucoup de fatigue, mais en tout cas sur scène, je crois qu'il y a tellement d'adrénaline et puis tellement d'envie de ce métier qui fait qu'en fait ça se passe bien et je gère mieux tout ça. Ouais, de joie quoi, tout simplement d'être là et ouais, puis l'adrénaline, l'envie, les raisons pour lesquelles je suis là aussi. Je pense que si j'avais pas été autiste, je suis pas sûre que j'aurais fait ce métier, parce qu'il y avait une envie en moi de prouver que j'étais pas cette petite fille pas intéressante et timide, et de prouver qu'aussi je pouvais avoir une forme de réussite sociale. Donc il y a tout ça en moi qui me donne une sorte d'envie et de force pour y aller, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que petite, tu n'utilisais pas beaucoup ta voix en fait, en étant assez isolée. Et là, maintenant, t'es en mode, je veux pas vous laisser le choix. J'arrive, je prends ma guitare et... Ouais, complètement. C'était vraiment une envie, je dis souvent, de revanche sociale, en fait. De dire, en fait, on m'a toujours mal... Il y a toujours eu des préjugés sur moi. Et j'ai eu envie d'aller contre ces préjugés et de dire, en fait, je suis pas non plus ce que vous pensez. C'est marrant, ça me fait penser à la fin de ton spectacle, j'avais dit à ma pote Léa que j'embrasse, qui je suis venue te voir, je me suis dit, je sais ce que je vais faire comme intro, et en fait j'ai complètement oublié, je suis partie sur notre intro. Je m'étais dit, je vais dire que cette nana nous venge toutes, nous les meufs, petite blonde, une voix mignonne. Et tu sais, quand tu fais une vanne et les gens sont là, ah mais elle est rigolote en fait. Exactement. Tu vois? Mais c'est tellement ça. Putain, meuf, merci pour nous. Mais c'est exactement ça. C'est le nombre de fois où on m'a dit, mais en fait t'es marrante, mais en fait t'es sympa, mais en fait, et c'est fou le fait de, comme tu dis, d'être une petite meuf blonde un peu timide qui a l'air un petit peu innocente. En fait, on nous colle des préjugés, et c'est
on nous décrédibilise souvent en fait. Moi, c'est ça que j'ai vécu, c'est la décrédibilisation. Et encore aujourd'hui, et c'est cette envie d'aller contre le fait qu'on me donnait pas de crédit en fait. Ouais. Mais ça donne une force de malade. Ouais, c'est chouette aujourd'hui d'arriver à aller contre ça, et en même temps, ça continue à un autre niveau, mais ça continue encore. La décrédibilisation, c'est toujours. J'ai l'impression de me battre tous les jours contre ça. Parce que je suis une fille, parce qu'on se dit c'est pas possible que cette fille-là puisse écrire ce spectacle-là, parce que c'est de l'humour noir et que j'ai pas le physique de ce que je fais, que quand on a mon physique, on se dit elle peut pas faire de l'humour aussi trash, et donc on se dit qui a écrit pour elle, qui a eu les idées pour elle, et ça c'est en permanence, et c'est vrai que c'est très frustrant. Ah ouais, je me disais ça la dernière fois, ça m'agace parce que j'ai jamais le physique de ce que j'aime. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé le rap hardcore. Parce que je pense que, alors moi, ma théorie, c'est que quand on est quelqu'un de doux, il faut bien placer sa colère quelque part. Ouais, complètement. Typiquement, les mecs au Hellfest, c'est des nounours. Les 3/4 du temps, leur colère, ils l'ont placée là. Je préfère ça que dans la rue, tu vois. Et moi, ça a été ça. Et là, il y a quelque temps, et je suis trop contente, j'ai ma répète la semaine prochaine, j'ai créé un groupe de rock. Et je suis trop contente. Ah, mais trop bien. Mais personne ne capte, en fait. Tu sais, il y a un sort de truc où ça fige les gens. En fait, ça va pas avec toi, en fait. On se dit, mais c'est quoi le rapport avec... Tu vois, et il y a vraiment, ça fiche les gens sont en mode cassé un peu, où ils comprennent plus du tout la personne en face d'eux. Mais tu sais, ça me fait trop... Tu sais, moi, ce que j'écoute comme musique, j'écoute du punk rock allemand. Voilà, merci. Merci, ma théorie est donc encore une fois prouvée. Et un truc vraiment où ça gueule et j'adore, et là depuis j'écoute un peu autre chose, mais pendant très longtemps j'allais à ces concerts en Allemagne et tout ça, et bon c'est du punk, du vieux punk des années 80, c'est en plus un vieux groupe. Aujourd'hui ils ont 70 ans, enfin tu vois, c'est mais tout le monde disait mais pourquoi t'écoutes ça? Excusez-moi, Casimir, c'est la porte d'à côté. Mais donc du coup, ouais, ça me parle complètement. Mais c'est lourd parce que du coup, moi, je me demande à chaque fois, là, en fait, physiquement, là où on devrait être, moi, c'est pas du tout là où j'ai envie d'être, et je me sens jamais aussi à ma place pour cette raison-là, tu vois. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire pour... Parce que j'ai essayé d'adopter un peu les codes, mais en fait, je suis pathétique. C'est-à-dire que je vais être là, ouais, le peura et tout. Mais ça marche pas, c'est pathétique. Parce que les gens sont là, bien tentés, tu vois. Bon. Ouais. Et honnêtement, moi, je me suis dit... à force de faire ce métier, puis aussi de faire cet humour-là, à force de faire des choses aussi, de m'engager pour certaines causes, je me dis petit à petit les gens vont changer d'image, vont changer leurs préjugés, et en fait j'ai l'impression que ça ne changera jamais. Non, mais c'est bien tenté, hein, franchement, voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, pour nous toutes, le syndicat que tu représentes si bien, des petites blondes à la voix douce. Voilà, ouais. Tu vas nous faire un livre audio pour enfants avec le générique, ce sera du punk rock allemand. Ce serait trop drôle. Ce serait trop marrant que t'écrives dessus. T'as peut-être déjà écrit dessus, à part... Mais faut que tu fasses un truc, non? Sur genre tout ce truc du rock punk allemand. Déjà, comment t'es tombée là-dedans? En fait, j'ai vécu au Luxembourg une partie de ma vie, et déjà c'est un groupe qui est pas du tout connu ni en France ni en Belgique, parce que voilà, dès que ça parle allemand, c'est compliqué. Mais au Luxembourg, ils étaient très connus, donc j'ai connu ça là-bas. Et je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, moi, c'était des... Ich bin a fan. Mais c'est les textes qui me parlaient. Ils sont fous, les textes. Puis, tu sais, le mouvement punk, c'est très libre. C'est quelque chose qui me parlait beaucoup aussi. Donc, j'ai accroché vachement aux textes, alors que je traduisais parce que je parlais pas allemand à l'époque. C'est ce que j'étais en train de me dire. La meuf touchée par les textes, mais genre... Ah non, mais je prenais les textes, je les cherchais dans Google. Trop mignonne, sur lyrics.com. Complètement. Oh, c'est chou. Non, mais attends, je réécrivais toutes les chansons et je les traduisais mot à mot. Je faisais une liste de vocabulaire avec tous les mots. Enfin, c'était n'importe quoi. Oui, là, l'autiste, voilà. Elle revient là. Voilà. Exactement. Et donc, j'apprenais l'allemand avec ces chansons et tout. Ouais. Putain, t'as dû apprendre le bel allemand, hein. L'allemand littéraire du 18e siècle. Sans aucun gros mot, non? Exactement. C'est trop drôle. J'ai essayé de dire tellement de... Ouais, c'était des trucs. À chaque fois, je traduisais et Google trouvait pas. Je sais pas pourquoi.
mais j'ai la bonne orthographe. Moi, vraiment, j'ai une vision de moi. J'étais chez Cosmo avant et je me vois à mon bureau. C'est vraiment pathétique, hein, mais en train de taper sur Google que signifie le mot bento, parce que le bendo, donc le quartier en langage populaire, qui est dans beaucoup de morceaux que j'écoute dans le bendo et tout. Et moi, je pensais que c'était un bento comme le bento japonais, tu vois. C'est où tu te dis, cette meuf vraiment n'a pas le physique du tout de... Je vois très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux transmettre comme message sur l'autisme? Moi, j'ai envie de déconstruire un peu l'image qu'on a de une personne autiste. C'est souvent un petit garçon qui se tape la tête contre les murs. On a souvent cette image de l'autisme, ou alors on a d'autres clichés. Ça va être quelqu'un qui apprend le dictionnaire par cœur. Enfin voilà. Mais dans tout ça, il y a aussi toutes sortes d'autres formes d'autisme qui sont invisibles. Et je crois que c'est ça le plus compliqué à vivre aujourd'hui. Pour les personnes autistes, c'est ce côté invisible où en fait, parce que c'est invisible, on nous croit pas et on ne met pas en place les aménagements qui seraient nécessaires à ce qu'en fait on se sente mieux dans la vie de tous les jours, à ce qu'on arrive à mieux gérer les situations sociales, à pas finir en burn-out ou en crise d'angoisse à tout bout de champ. Et ouais, c'est vraiment l'envie de casser cette image, ce cliché-là. Ouais, de ouf. Il y a encore beaucoup de femmes qui finissent en burn-out social pour cette raison-là, et c'est hyper injuste en fait. Et c'est souvent comme ça qu'elles ont leur diagnostic, parce qu'elles font un burn-out à 30 ans à force d'avoir surcompensé. Et au final, on commence à chercher, à avoir des psys, et là on trouve le diagnostic. Souvent ça se passe comme ça, ouais. Ouais, c'est un beau message que tu passes, et aussi un message sur le fait qu'on peut faire de ce qui fait notre différence quelque chose de beau. Toi, t'as trouvé cette énergie en toi d'aller sur scène, et tu le dis, peut-être que t'aurais pris une voie tout à fait différente sinon. Ouais, je pense. Oui, moi, c'est vrai que j'aime bien aussi porter le côté positif de l'autisme, parce que même si ça peut être compliqué au quotidien, en fait, les personnes autistes ont plein de qualités qui sont inhérentes à l'autisme. Et ça, c'est vrai que c'est chouette aussi de les mettre en avant. Et alors, comment est-ce qu'on peut se comporter au quotidien avec une personne autiste pour qu'elle se sente bien? Tu vois, par exemple, demain, si je bosse avec quelqu'un qui est dans le spectre autistique, comment est-ce que moi je peux l'aider à se sentir plus safe? Moi, je sais que ça passe vachement par, enfin, tout est anticipé en fait dans ma vie, donc l'imprévu pour moi, je crois que c'est ce qui m'angoisse le plus. Mais toute forme d'imprévu, c'est-à-dire que là, par exemple, David, qui est mon manager, devait pas venir aujourd'hui. À la dernière minute, il m'a dit je viens. Franchement, David, c'est hyper limite. Mais c'est con, alors que ça change rien, mais c'est l'imprévu vraiment. Et donc moi du coup j'anticipe tout, mais vraiment au détail près, c'est-à-dire que je vais essayer de me renseigner. Souvent je vais aller voir sur Google Street View exactement à quoi ressemble le lieu. Je vais essayer de savoir exactement combien de personnes il y aura. De visualiser la situation le plus possible pour que ce ne soit pas pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Et donc me renseigner un maximum. Parfois quand je vais chez des gens je demande le plan de leur maison pour essayer de voir comment c'est et tout. Ouais. Moi je t'avais prévu carrément chien. Bon, ouais. Oui. J'ai bien fait. Donc si on est avec quelqu'un et si on bosse avec quelqu'un, ultra prévoir à l'avance et sécuriser les choses et pas faire de petits changements de dernière minute. Ouais, exactement. Okay. Moi, je sais que, j'avais fait une masterclass. Je commence à bosser un petit peu avec un organisme qui gère l'insertion professionnelle des personnes autistes. Et donc, il m'avait invité pour faire une masterclass. Et puis finalement, ça m'a super intéressée. On continue à faire des choses un peu ensemble. Et ça m'avait tellement touchée parce qu'en fait, on avait fait 2 masterclass. La première était dans une salle, de conférence, voilà. Ouais. Et la fois d'après, ils m'ont dit on devait changer de salle, mais en fait, on a demandé à avoir exactement la même salle, exactement la même disposition, parce qu'on sait que, pour toi et puis pour nos bénéficiaires, en fait, tu t'es mis ça dans la tête et que si on change de salle, c'est possible que ça te perturbe complètement et que, en fait, t'arrives pas à donner le meilleur de toi pendant l'échange. Et ce genre de petites choses, c'est vrai, les habitudes, respecter mes habitudes, c'est
ça m'aide beaucoup. En tournée, j'ai mon équipe de tournée, ils sont au top parce qu'ils sont conscients de mon diagnostic et je pense que c'est les personnes qui l'acceptent le mieux d'ailleurs dans mon entourage et qui me jugent pas, qui me posent pas de questions, mais ils font en sorte que mes habitudes soient tout le temps respectées. J'ai même pas besoin de le demander et que ce soit par exemple un jour il y avait l'escalier pour descendre de la scène qui était pas du bon côté de la scène, ben en fait ils ont dit non, il faut que ce soit du bon côté, toujours de ce côté-là, alors que honnêtement j'aurais pas fait un scandale si c'était pas le cas, mais ça me touche qu'en fait ils prennent les devants et qu'ils fassent ça pour moi parce qu'en vrai ça m'aide, alors que ça paraît, si demain je dis en fait mon escalier doit être de ce côté-là et pas de l'autre côté, des gens qui connaissent pas mon autisme ils vont se dire bah c'est des caprices, c'est voilà, elle fait du cinéma machin, elle est capricieuse et en fait ça fait trop du bien d'avoir des gens qui non mais ils savent que pour toi c'est important et ils jugent pas l'importance, ils disent juste ça doit être là, c'est comme ça. Et ce genre de petites choses, c'est des petits détails en fait. Ça doit te libérer de l'espace mental, juste de te dire, je peux lâcher prise là-dessus, je suis bien entourée, quoi. Ouais, vraiment. Vraiment parce que je sais qu'en fait, mes demandes seront entendues et du coup, j'ai beaucoup moins de crises d'angoisse. Ah ouais. Parce que je sais aussi que si j'ai une crise d'angoisse, j'ai qu'à dire personne dans ma loge pendant 1 heure. Et ça passe pas pour un caprice, ça passe pas pour la meuf qui se prend pour une star et qui dit personne dans ma loge. Et ils vont se passer le mot, ils vont dire ok, personne dans sa loge et ils vont rester devant pour que personne ne me dérange. Enfin, c'est tellement confortable en fait ce genre de choses parce que après, tu sais parfois quand t'as des crises d'angoisse, t'as peur de l'angoisse. Ouais, de ouf. Et du coup, je sais que si j'ai une angoisse, bah en fait, je peux la vivre tranquillement, donc j'ai beaucoup moins d'angoisse. Ouais, d'ailleurs, il y a ce truc-là de « Oh, je vais faire une crise d'angoisse, donc tu la provoques. » Et si tu dis « Ok, je l'accepte, elle va venir », ben parfois, elle vient pas. Exactement. Et parfois, simplement, le fait de le dire, le fait d'être avec des gens à qui je peux dire « En fait, là, attention, je commence une crise d'angoisse », ben en fait, ça redescend parce que tu sais que tu peux le dire, que les gens vont pas te juger, et puis finalement, ok, y a pas de stress en plus, quoi. Ouais, comme quoi, tu vois, on est un peu gêné de dire, bah voilà, je suis autiste aux gens qu'on rencontre, mais c'est hyper précieux, en fait, que tu le dises, que les gens soient informés, parce que tu vois, tu m'apprends vraiment quelque chose. Je savais pas qu'il fallait ce truc du rituel et je pense que c'est super précieux de le dire, parce que si tout le monde est au courant, oui, bon, bah voilà, c'est comme ça, et ça devient une normalité d'agir en fonction, et pour toi et pour les autres qui sont concernés, mais c'est fantastique, quoi. Ouais, et c'est vrai que ça peut tellement passer pour du caprice que c'est compliqué de le dire. Tu vois, moi par exemple le téléphone, j'ai horreur de ça. Je sais pas toi comment t'es avec le téléphone. Mais moi je pense que je suis pas dans ce que tu décris. Non, je pense que je suis juste quelqu'un qui a pas confiance en elle et puis qui a ses petites spécificités, mais ouais, le téléphone l'angoisse. mais du coup, ça me fait trop plaisir quand j'ai des personnes qui me disent ah non, je t'écris, hein, je t'appelle pas, je t'écris parce que je sais que t'aimes pas ça. Trop cool. Mais trop bien parce que à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui savent. J'en parle dans le spectacle. J'explique que j'ai déjà expliqué plein de fois que le téléphone pour moi ça me génère de l'angoisse et tout. Mais il y a des gens qui continuent à se dire c'est bon, c'est pas un appel de 3 minutes, c'est plus facile de s'appeler, comme si c'était pas, comme si finalement c'était rien. Et pourquoi d'ailleurs au téléphone, tu saurais l'expliquer? Pourquoi est-ce que ça te génère de l'angoisse au téléphone et pas par écrit? Alors moi je me l'explique comme ça, mais c'est pas forcément la bonne explication. C'est que en fait déjà la relation sociale est déjà tellement compliquée. Comprendre les émotions de l'autre, comprendre ce qu'il attend de nous, que quand déjà t'as pas le visage de la personne, ça rend la chose encore plus complexe. Moi j'ai du mal à savoir au téléphone à quel moment je parle, à quel moment je m'arrête, enfin trouver le moment où il faut parler. Alors que quand t'es en face de la personne, il y a quand même beaucoup plus d'indices. Et puis il y a ce côté oui, c'est ça, essayer de comprendre tout ça. J'en reviens à cette histoire de cerveau disponible. En fait, je suis tellement dans la compréhension de la situation sociale que j'ai plus assez d'espace disponible pour répondre à la question qu'on me demande. Et souvent au téléphone, je dis des trucs, j'accepte des trucs que je veux pas du tout faire, ou enfin, je suis pas dans la conscience totale de ce que j'ai envie de dire. Ouais, t'es dans le cerveau reptilien à mort, en mode survie en fait. D'alerte. Ouais, en mode survie. Et donc juste, ce qu'il faut, c'est gérer la situation sociale jusqu'au bout. Et après, quand je raccroche, je me dis mais en fait, je voulais pas faire ça. Pourquoi j'ai accepté tel truc et pourquoi j'ai dit ça, et je sais que après, je suis capable de téléphoner. Les gens qui m'appellent, ils se disent pas elle est bizarre, ils se disent bah très bien, c'est bien passé. C'est pour ça que les gens continuent à m'appeler. Mais moi je me dis mais non, en fait j'ai pas du tout dit ce que je voulais, et donc maintenant je fais tout par écrit parce que c'est le seul moyen d'avoir le contrôle sur ce que j'ai vraiment envie de dire, quoi. Puis j'imagine que tu raccroches et tu dois être là. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai quand je raccroche,
Après, pendant 2 heures, je peux rien faire, quoi. Je dois me remettre du coup de téléphone, ce qui peut paraître, ça peut paraître débile, tu vois. Oui, mais au moins, tu sais quoi, on dit les choses en mode c'est factuel. C'est comme ça, mais ne cherche même pas d'explication moi, je te pose la question parce que j'ai envie de comprendre, mais juste point, c'est comme ça. C'est ça. Comme ça, t'as pas à te justifier et c'est ça, au moins. Mais dans la tête des gens, c'est encore compliqué de se dire, les gens se disent beaucoup, c'est un coup de téléphone, en fait, c'est quoi le problème, tu vois. Donc c'est... Ok, donc pour que tu te sentes mieux et que tu sois... pour que tu te sentes mieux et que tu aies plus de cerveau disponible, donc garder les mêmes les mêmes codes à chaque fois, les mêmes rituels, pas de téléphone. Ouais. Est-ce qu'il y a une troisième chose auquel tu penses qui te fait du bien et qui fait du bien aux gens qui sont autistes? La sensorialité aussi. C'est vrai que pour par exemple, si je fais une réunion avec mon équipe, si je suis dans une pièce où il y a plein soleil et où je suis éblouie, j'arrive pas à me concentrer parce que c'est trop... Pardon, mais genre vraiment, je comprends totalement. Il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. Écoute, c'est pas grave, hein, on est là, regarde, moi aussi j'ai bien réussi ma vie et tout, mais... Non, mais... Je comprends totalement. Au moins, tu es dans un endroit où on te comprend. Donc, pardon. La troisième chose... je dirais la sensorialité. Parce que c'est vrai que quand je suis, par exemple, si je dois faire une réunion avec mon équipe et que je suis dans une pièce où il y a plein soleil et que vraiment il y a beaucoup de luminosité, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à me concentrer et à donner ce que je veux pendant la réunion. Donc la sensorialité, ça joue aussi énormément, okay. Ouais, donc lumière, bruit, etc. Ok, écoute, merci beaucoup, trop intéressant. Si vous nous écoutez et que vous voulez rajouter des choses, d'ailleurs, moi je pense qu'on devrait faire un petit guide pratique en 1 page. Et vas-y, c'est plié et tout le monde le sait et on passe à autre chose, quoi. Franchement, ce serait une bonne idée. Il y a beaucoup de choses à dire. Après, moi, j'en parle, je suis pas spécialiste et je parle de mes propres ressentis. Mais tu peux avoir des personnes autistes qui vont dire, moi, par exemple, ça va être complètement autre chose ou moi, tel truc, je le vis bien. Donc, il y a quand même beaucoup aussi de différences à travers le spectre. Ouais, mais c'est intéressant malgré tout justement de poser cette question-là et je me rends compte à quel point on est mal informé et je suis certaine qu'il y a tellement plus de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Ah ouais, complètement. Il y a 1% de la population, on pense, mais déjà 1% c'est quand même énorme. Ouais, c'est vrai. Mais on pense qu'il y a quand même vachement plus et là il y a de plus en plus de personnes qui lancent les diagnostics et tout, donc on commence de plus en plus à en parler et c'est chouette. Ça, on est de mieux en mieux informés aussi, même si en France il y a toujours un retard par rapport à, je pense au Canada par exemple ou à d'autres pays, mais ça se développe quand même. Tu recommandes quoi pour quelqu'un qui vient d'apprendre son diagnostic? Est-ce qu'il y a peut-être un site que tu recommanderais, un livre qui t'a aidé? Alors, je réfléchis parce qu'en fait, des sites internet, il y en a énormément. Ah ouais. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses ou qui sont pas à jour ou qui sont des choses qu'on pensait il y a 10 ans mais plus maintenant. Okay. Donc en vrai, il faut tellement faire le tri. On trouve tout et n'importe quoi sur l'autisme et c'est vraiment frustrant d'ailleurs. Et donc faites attention à la limite. Ouais, c'est ça, faire attention, c'est très important. Même au niveau des professionnels, c'est trouver des professionnels qui sont vraiment au fait sur le sujet. Et par contre, il y a un livre. Oui, voilà, donc il y a le livre de Rudy Simone qui a fait pas mal de choses justement sur l'autisme au féminin. Je pense à Julie Dachez aussi qui a fait un livre qui s'appelle La différence invisible, qui est vachement bien fait aussi. Et d'ailleurs, pour le coup, elle est pas mal sur YouTube, elle fait pas mal d'interviews, elle est très engagée sur le sujet. Je trouve que tout ce qu'elle dit est vraiment top. Trop bien, déjà, en vrai, ça donne des bonnes pistes. Ça donne déjà des pistes, ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode qui était vraiment absolument passionnant sur le sujet. T'as répondu avec exactitude à chacune de mes questions, donc tu n'as pas à stresser en partant, en te disant est-ce que j'ai... Mais tu sais que c'est horrible parce qu'en fait, quand je fais des interviews, on me demande de parler d'autisme. Enfin, ici, c'est trop bien parce que souvent, c'est en télé ou en radio où genre il y a 5 minutes d'interview. Comment tu veux parler de tout ça en 5 minutes? On me dit oui, mais c'est quoi au quotidien? Et en fait,
pour expliquer ce que c'est au quotidien, sans que ça passe pour du caprice, sans que ça passe pour les gens vont se dire ah ouais mais moi en fait moi aussi j'aime bien être toute seule donc moi aussi je suis autiste. En fait pour tout expliquer c'est tellement compliqué que ça fait du bien de pouvoir développer un peu plus le sujet parce que c'est rarement le cas. Ah bah trop bien, bah passion podcast, hein. Ce format libre, c'est clair, c'est trop bien. Merci beaucoup pour tout ça. Allez voir le spectacle Glory Alléluia dans tous les zéniths. Waouh, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est fou. Il y a la tournée là qui continue jusque 2025 et en 2025 la tournée Zénith qui vient d'ouvrir. Donc ouais, c'est fou, c'est trop bien. C'est combien de places en zénith? Ça dépend des zéniths. Ça va entre 3000 et 6000. Waouh. Est-ce que t'as la pression là en fin d'épisode? Mais en vrai, je suis très contente. Je suis trop contente. Donc non, c'est cool. Trop bien. Bah écoute, je te souhaite le meilleur et surtout je te dis merde et tu ne me réponds rien. C'est ça? Je prends. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.